Merci de nous rejoindre sur Medi 1 pour un nouveau numéro d'Hebdo Santé. Nous nous intéressons cette semaine à la maladie génétique la plus répandue dans la région africaine de l'OMS. Il s'agit de la drépanocytose. Peut-on la prévenir vu que c'est une maladie génétique? Si oui, comment? Vous êtes avec nous pour répondre à ces interrogations, docteur Agnisson Prince Kader. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes médecin et secrétaire général du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire. Alors, docteur, pour celui qui découvre pour la première fois ce réseau, est-ce que vous pouvez juste lui faire une présentation, une brève présentation? D'accord, merci beaucoup, monsieur Kwaku. Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que le réseau volontaire des médecins en Côte d'Ivoire, il faut dire que c'est une structure qui regroupe des médecins jeunes. Voilà, après plusieurs analyses et après plusieurs années, voilà, aujourd'hui, on est sans doute ignoré en tout cas des différents maux qui touchent la population ivoirienne aujourd'hui. Conscient de ces différents maux, voilà, on a eu comme ça l'idée de mettre en place un réseau dans le but de sensibiliser, dans le but de se rapprocher de la population, afin d'aider aussi également ce pays dans vraiment en tout cas cette tâche d'émergence. Vous voyez que bien évidemment, voilà, la cause elle est noble. Donc nous invitons en tout cas tout un chacun de nous à bien vouloir regagner le réseau afin de pouvoir nous accompagner dans cette mission qui va aider vraiment véritablement. Ça, ce sont les médecins. Hein? Tout à fait. Et ce réseau donc a décidé d'accompagner Hebdo Santé. En tout cas, merci à vous également. Avec nous, monsieur Konan Anissé, bonjour. Bonjour, monsieur Koko. Alors, vous êtes coordonnateur des activités à la fondation LIA. D'accord. Que fait cette fondation? Nous vous remercions de l'invitation faite à la fondation LIA pour intervenir sur la maladie, cette maladie chronique qui est la drépanocytose. La fondation LIA travaille à défendre les intérêts des personnes vivant avec la drépanocytose, en particulier les enfants de 0 à 15 ans. D'accord. Elle a une double mission. La première est éducative et sociale à l'endroit des populations pour réduire en tout cas la méconnaissance de la maladie. Et la deuxième, c'est une mission de plaidoyer à l'endroit des gouvernants pour le renforcement du cadre institutionnel dans la lutte contre la drépanocytose. Vous existez il y a longtemps? Oui, depuis 2013, mais en 2016, nous avons véritablement commencé nos activités. D'accord, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous deux. Tout à fait. De nous aider donc à en savoir davantage sur cette maladie et surtout savoir si oui ou non on peut la prévenir et comment. Mais avant, nous allons voir ce que les populations donc savent de cette maladie avec notre reporter Wilfried Meonia. J'ai ma fille qui a eu ça. Je ne savais pas. Un jour, elle a piqué la crise, on est allé à l'hôpital, on dit qu'elle a ça. Moi, je sais que c'est une maladie héréditaire qui concerne le sang. Ouais, c'est tout ce que je sais sur cette maladie. La drépanocytose est une maladie héréditaire. On la contracte à partir des parents. Et il y a plusieurs stades de cette maladie. Il y a des SS, il y a des AS, etc. etc. Je ne suis pas spécialiste à la matière. Hein. Je vous dis tout juste ce que je connais. Je ne savais pas, elle était malade. On allait à l'hôpital, on dit que c'est ça qu'elle avait. Quand je vais à l'hôpital, on me dit autre chose. C'est un seul médecin qui a trouvé ça en même temps et puis elle est décédée. Alors donc, il y a des parties irréversibles et il y a des parties qui peuvent maintenir la personne en vie pendant aussi longtemps. Mais nous avons appris par la science que ceux qui ont la partie grave, SS, ne vivent pas longtemps. Moi, dans ma famille, je n'ai pas connaissance de quelqu'un qui a cette maladie. Donc je me dis que ça ne me concerne pas. Monsieur Konan Anissé, vous qui êtes en contact permanent avec la population, est-ce que vous avez le sentiment que cette maladie est méconnue, la drépanocytose? Oui, elle est très méconnue et la majorité des personnes ne connaissent pas leur statut hémoglobinique. Et même quand elles font des crises au début de la maladie,
souvent le diagnostic n'est pas bien posé. Ces personnes ne savent pas que c'est la drépanocytose dont elles souffrent. Voilà, on recherche d'autres maladies, puis après, lorsqu'elles rencontrent peut-être un spécialiste ou un médecin qui a été déjà en contact avec les patients drépanocytaires, donc qui arrive à les orienter sur les tests qu'il faut faire pour découvrir cette maladie. Alors, docteur Agnisson, je l'ai dit à l'entame de cette émission, c'est une maladie génétique et on l'a entendu encore dans l'élément que nous venons de voir. Alors, pourquoi dit-on que la drépanocytose est une maladie génétique? D'accord, merci beaucoup M. Kwaku. Alors, on dit comme ça que la drépanocytose est une maladie génétique parce que, vous savez, dans les différentes cellules de l'organisme, il y a ce qu'on appelle les chromosomes, qui normalement est le support du matériel génétique que nos générations, ne pas dire nos ascendants, nous transmettent de génération en génération. C'est une anomalie qui a lieu chez un certain nombre de chromosomes dans les cellules, plus précisément au niveau des globules rouges, encore plus précis au niveau de l'hémoglobine. Voilà pourquoi cette atteinte en question qui a lieu au niveau des chromosomes autosomes, voilà, parce que dans les chromosomes, il y a deux types, il y a les chromosomes sexuels et puis il y a les autosomes. Voilà, donc c'est une maladie, normalement c'est une affection qui touche les chromosomes autosomes. Voilà, donc du coup, c'est cette transmission en question qui fait de la maladie une maladie génétique. D'accord, là c'est encore, je vais dire, un peu trop scientifique pour les citoyens lambda. Génétique, ça veut dire quoi? On prend ça des parents en termes simples. Voilà, tout à fait. Quand on dit génétique, ça veut dire c'est un matériel qui est transmis des parents aux enfants et de génération en génération. Et de génération en génération. Tout à fait. D'accord. Donc si le grand-père a été drépanocytaire, c'est sûr que les petits-enfants seront drépanocytaires. Oui, mais avec des formes bien différentes. Ça peut être en tout cas sur la forme récessive ou bien sur la forme dominante. Donc on peut présenter en tout cas normalement la drépanocytose, mais sous forme de traits, c'est-à-dire à l'état des traces. Tu as ça dans les allèles, dans les gènes, mais tu ne manifestes pas la maladie. Donc du coup, quand tu croises normalement en tout cas une autre personne qui a aussi cette moitié qui ne manifeste pas la maladie, quand vous vous associez, il est encore fort possible en tout cas de donner un enfant qui lui a la possibilité de manifester la maladie encore plus grave que vous. Justement, on en parlera tout à l'heure puisqu'on va tabler donc sur comment prévenir cette maladie. Mais est-ce qu'il y a plusieurs formes de drépanocytose? Oui, bien évidemment. Vous entendre parler, vous avez parlé de la forme grave des traces. Est-ce qu'il y a plusieurs types? Oui, il y a plusieurs types de la drépanocytose. Il y a normalement en tout cas la forme AS et il y a la forme SS et bien d'autres. Voilà. Mais je pense que c'est les formes en tout cas normalement les plus fréquentes dont il faut parler. Voilà. Quelles sont les formes que vous rencontrez très souvent, M. Konani? C'est je ne dirais pas vos patients, mais la population que vous rencontrez, surtout ces jeunes, ces enfants de 0 à 15 ans dont vous avez parlé? Oui, en général, lorsque nous faisons des dépistages, nous avons les formes majeures, la forme majeure SS, et à côté de cela, nous avons aussi une autre forme majeure, la forme SC, que nous trouvons de façon récurrente. Les formes, pour nous, les porteurs, ils ne sont pas forcément asymptomatiques, mais ils sont porteurs du gène. C'est les AS, les AC, voilà, toutes ces personnes-là, on dit qu'ils ont des traits drépanocytaires. Voilà, ils ont le bon gène, qui est le gène A, associé à un gène qui est malade, comme on le dit de façon simple, un gène malade. Donc, ils sont porteurs du gène et sont ces personnes-là qui, en général, ne sont pas, comme elles sont souvent asymptomatiques, elles ne savent pas qu'elles ont ce gène-là, et lorsqu'elles rencontrent, comme Dr Agnisson l'a dit, une personne qui est porteuse du gène, et elles sont susceptibles d'engendrer des enfants malades. Voilà. D'accord. Donc on peut être drépanocytaire et s'ignorer. Tout à fait. Puisque là, vous parlez donc d'asymptomatique, on ne présente pas de signes. C'est possible. C'est ça? Oui, oui. Alors, donc, quels sont les signes qui peuvent alerter, qui peuvent dire que tiens, cette maladie, cette personne a la drépanocytose? Bon, déjà au niveau des signes, ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est bien substitué au fait. Il y a les signes chez les nourrissons, il y a les signes chez les adolescents, et puis il y a les signes chez les personnes âgées, c'est-à-dire les adultes. Vous voyez, chez le nourrisson, normalement, qui ne peut pas parler, bien évidemment, qui vient de venir au monde, voilà, c'est le syndrome main-pied. Voilà. C'est le syndrome main-pied. Donc, l'enfant va avoir tendance, en tout cas, à pouvoir avoir les tuméfactions au niveau de la main, les tuméfactions au niveau des pieds. Et au niveau des adolescents, c'est plus le douleur abdominale.
Voilà. Et cela s'explique par la physiopathologie, mais comme nous n'avons que 26 minutes, je pense qu'on va rapidement aller sur un certain nombre de choses. Par contre, chez les adultes, c'est plus marqué par les douleurs ostéo-articulées. C'est-à-dire qu'ils ont des douleurs au niveau des articulations, ils ont des douleurs au niveau de l'os, qui est une douleur en tout cas encore plus caractéristique par rapport aux autres douleurs, au fait, je veux dire. Voilà. D'accord. J'avais bien envie de vous demander qu'est-ce qui explique donc ces douleurs, mais nous n'avons pas assez de temps. Mais en 2 mots, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce qu'il y a ces douleurs? D'accord, comme je le disais, vous voyez, et la drépanocytose, c'est une maladie qui s'attaque à l'hémoglobine qui se trouve à l'intérieur du globule rouge. Étant donné que ce globule rouge en question se trouve dans les vaisseaux sanguins, les vaisseaux sanguins, on peut caractériser ça comme des canaux. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est une déformation du globule rouge. Donc, le globule rouge de celui-là même qui est porteur de cette maladie se trouve déformé, sans fusiforme. Et en ce moment, ça perd son caractère d'élasticité. Et quand c'est comme ça, les globules rouges ont tendance à mal circuler dans les vaisseaux, surtout quand ils arrivent au niveau des petits vaisseaux. Alors qu'au niveau de la main, au niveau des pieds, c'est des petits vaisseaux qu'on trouve à ce stade. Et quand c'est comme ça, ces vaisseaux ont question d'obstruer la lumière de ces petits vaisseaux. Donc automatiquement, il y a une nécrose qui commence à s'installer. Donc ça va commencer à toucher les petits os de la main et les petits os du pied au niveau d'une nourrition. Et ça va engendrer en tout cas des douleurs au niveau en tout cas osseuse et comme des douleurs musculaires aussi également. Alors est-ce que quelqu'un peut, je veux dire, porter les traces de la drépanocytose à vie, hein, sans toutefois présenter les signes? Oui, c'est possible. C'est possible. C'est tel que j'expliquais. Voilà, c'est un phénomène de recombinaison et de combinaison en tout cas des germes. Voilà, je prends un exemple tout court pour quelqu'un en tout cas qui a dans son allèle l'hémoglobine A et S. Donc vous comprenez que normalement en tout cas il y a un allèle qui est sain qui est l'allèle A et puis il y a un allèle qui n'est pas sain, plutôt malade qui est l'allèle S. On se comprend. Pour ce dernier, quand on fait l'examen, on trouve en tout cas normalement les traces de l'hémoglobine. Mais la personne en question en tout cas peut vraiment être escomptée de tout ce qui est comme douleur, comme la forme SS au fait. C'est ce que je veux dire. Donc la forme la plus grave, c'est la forme SS. Alors, nous allons donc parler donc de ce point essentiel qui nous réunit, la prévention. Peut-on parler donc de prévention s'agissant de la drépanocytose, messieurs? Oui, il y a... on est obligé de faire de la prévention parce que c'est une maladie chronique qui ne se guérit pas. Pour l'instant, elle ne se guérit pas. Et même si ailleurs, dans les pays occidentaux, il y a des succès en matière de guérison qui s'observent à travers la thérapie génique, ici, nos plateaux techniques ne permettent pas de faire ce genre de prise en charge. Donc, on vit avec la maladie tout le temps. Et pour les populations, donc, qui sont obligés de, je vais dire, supporter une maladie aux conséquences sociales très graves, dramatiques souvent, il faut beaucoup faire de la prévention. Et la prévention, c'est vrai, on dira qu'on fait de la sensibilisation, mais en amont, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que la population se dépiste. Se dépiste. Voilà, donc il faut faire le dépistage. Et c'est le premier aspect de la prévention. Parce que lorsqu'on connaît son statut hémoglobinique, alors tout ce qui est élément de langage, pour que les personnes qui sont porteurs du gène ne se rencontrent pas ou bien ne se mettent pas en union, on peut leur dire tout simplement cela et faire en sorte que, en se présentant dans l'avenir, ils se disent que ça ne vaut pas la peine que nous soyons en union et parce que nous risquons de donner des enfants qui sont malades. D'accord. Si on vous comprend bien, M. Konan lycée, le dépistage, donc, c'est la porte ouverte à la prévention. Oui, c'est la porte ouverte à la prévention. Alors, Dr Nissan, est-ce que ce dépistage, il est à la portée de tout le monde? Et c'est la véritable question aujourd'hui. Voilà pourquoi, au chapitre en tout cas du dépistage, le réseau dont je salue le président, le docteur Diomandé, voilà, dans nos différentes activités à venir, plus précisément en 2023, il y a toute une organisation qui est en train de se mettre en place en partenariat avec des labos qui ont comme ça accepté de nous accompagner, c'est-à-dire le réseau, dans le but de favoriser à chaque individu de la Côte d'Ivoire de bien vouloir avoir accès au dépistage. Parce que mine de rien, nous sommes dans un pays, en tout cas, où forcément tout le monde n'a pas obligatoirement l'argent. Et on le sait tous, hein,
le test de la drépanocytose, c'est vrai que c'est labo-dépendant, ça veut dire chaque labo, en fonction de l'efficacité, a son prix. Mais le prix minimum en Côte d'Ivoire, je pense que ça va de 7 000 à je ne sais quoi, si je n'exagère pas. Voilà, donc aujourd'hui, notre mission, c'est-à-dire la mission du réseau, c'est de vraiment, en tout cas, toucher vraiment toutes les parties prenantes afin que ce dépistage en question soit possible pour chaque Ivoirien. Déjà en commençant à revoir le prix. Et que chacun puisse connaître donc son statut. Son statut. D'accord. Voilà. Et vous entendez donc faciliter l'accès au dépistage aux populations, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, je pense qu'on est dans le but même, en tout cas, de la prévention. Et tel que je l'ai dit, la prévention, voilà, rendez-vous compte que la prévention se trouve à deux niveaux. Voilà, il y a la prévention des personnes déjà qui présentent déjà la maladie, et puis il y a la prévention des personnes qui n'ont pas encore la maladie. Dites-nous tout, comment est-ce que ça va se faire? Pour les personnes qui ont déjà la maladie, la prévention se fait comment? Pour être plus simple, tel que M. Anissé l'a dit, voilà. Pour la personne qui a déjà la maladie, la prévention qu'on fait en Afrique, chez nous ici, plus particulièrement la Côte d'Ivoire, c'est de prévenir les crises. Parce qu'à côté de cette maladie, il y a les facteurs déclenchants. Je pense qu'on ne peut pas guérir tout de suite la maladie, mais au moins en évitant les facteurs déclenchants, tout de suite, vous allez voir que ce dernier en question portait en tout cas des germes drépanocytaires, voilà, et épargné en tout cas épargner des crises drépanocytaires pendant une longue période. Voilà. Et je pense que dans ces différents facteurs en question, voilà, notamment, il y a la période en tout cas de froid, humide. Voilà, quand il fait beaucoup froid, ils pensent qu'ils sont beaucoup en tout cas touchés. Les activités physiques intenses, ils doivent éviter. Voilà, il y a également en tout cas les infections répétées, l'hyperthermie, tout. Voilà, donc en évitant ces éléments, en évitant naturellement de s'exposer à une activité physique intense, en évitant véritablement en tout cas des froids pour les personnes en tout cas qui ont les moyens, je pense que cela prévient les crises sur une bonne période. Ça, ce sont pour les personnes déjà atteintes de la maladie. Voilà. Maintenant, au niveau des personnes en tout cas non atteintes, tel que M. Anissé l'a dit, je pense que dans un premier temps, cela passe en tout cas par le dépistage. Voilà, parce que une fois que tu ne connais pas ton statut drépanocytaire, c'est vrai que l'amour en tout cas a tout son sens, mais à côté de l'union, il faut comprendre que la santé, le bien-être en tout cas du mariage, c'est dans un premier temps économique, c'est aussi sanitaire, c'est pas que physique. Tu m'as vu, je t'ai vu, on se plaît, donc automatiquement on se met ensemble. Non, il y a le volet sanitaire qui est là. Il peut y avoir des contraintes qui vont nous empêcher en tout cas de se marier. Parce que si on force les choses, bien évidemment, l'économie en tout cas quand on recherche là, on va le dépenser lorsque normalement un enfant va venir de nous deux, étant donné que nous sommes conscients que si on met l'enfant en question au monde, il va être drépanocytaire SS ou bien il peut être drépanocytaire SS. Voilà, donc la prévention passe déjà par le dépistage. Et je pense que c'est le rôle même du réseau actuellement, tout en faisant tout son possible, afin que chaque individu de ce pays en question puisse avoir au moins accès à ce dépistage en question, tout en passant déjà par la sensibilisation, qui est déjà l'un des rôles du réseau volontaire des médecins. Voilà, donc je pense que tout acteur, voilà, bien évidemment, qui peuvent nous accompagner dans cet élan, seraient les bienvenus. Parce que quand c'est comme ça, c'est la population qui gagne et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Monsieur Konan Anissé, à la Fondation LIA, vous l'avez dit, vous mettez donc l'accent sur les enfants des 0 à 15 ans, mais pour les personnes adultes, est-ce que ce message-là, vous le faites passer, faites votre dépistage avant de vous mettre en couple? Parce que lorsque je vous écoute, je me rends compte que c'est véritablement là qu'il y a danger. Oui, en fait, nous avons plusieurs types d'activités. Nous avons des activités de communication de masse. Donc, nous faisons des sensibilisations à travers les réseaux de téléphonie mobile, à travers les médias. Donc nous faisons toutes sortes de sensibilisations. Mais comme je l'ai dit, nos activités portent prioritairement sur les enfants de 0 à 15 ans. Donc nous sensibilisons beaucoup dans les établissements scolaires. Et qu'est-ce que vous leur dites? D'accord, ok. Voilà. Dans les établissements scolaires Donc nous avons une méthode pour sensibilisation, comme on dit, pour ramener le ciel sur terre. Donc par exemple, le docteur a parlé de la prévention de la maladie pour les facteurs déclenchants. Alors nous, on l'a regroupé sous un acronyme FORM, le mot FORM, donc qui donne F pour froid, O pour oxygène, R pour repos, M pour médicaments, et puis E pour éducation et O. Donc ça permet à l'enfant, avec les explications qu'il reçoit, de savoir comment éviter les facteurs déclenchants de la maladie. À côté de cela,
pour la sensibilisation que nous faisons, nous essayons de faire en sorte que les enfants sachent, puisque en classe, dans les écoles, en général, les enfants drépanocytaires, ils ne sont pas, je vais dire, listés. Donc, ils sont dans les écoles comme tout le monde et souvent on les traite de paresseux. On pense qu'ils ne veulent rien faire, alors que c'est leur condition physique qui les empêche. Donc nous sensibilisons aussi la communauté éducative, les encadreurs, les enseignants, les éducateurs et tout ça, pour leur dire qu'il y a des enfants qui peuvent présenter, qui peuvent ne pas savoir parce que les parents n'ont pas fait de dépistage, mais qui, avec des signes, vous pouvez directement les orienter vers les médecins pour pouvoir faire des tests de... Je veux dire, est-ce que déjà ces enfants déjà malades, oui. Est-ce que déjà à la base, vous commencez à les sensibiliser, vous leur dites que quand ils vont grandir, ils devront absolument faire donc le test, je veux dire, ils devront donc, avant de choisir leur partenaire, faire le test, de sorte à briser la chaîne de transmission? Oui, nous faisons même avec des jeux de rôle. Ils voient très bien comment les gènes se transmettent d'un parent à l'autre. Donc, ils voient très bien ça. Et le message, c'est de leur dire qu'avant toute union, il faut forcément faire un test de dépistage parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Maintenant, à côté des tests du dépistage que nous avons, l'électrophorèse de l'hémoglobine, parce que c'est le test que nous utilisons en général, il y a aujourd'hui des tests d'orientation rapide qui peuvent être utilisés. Ça donne une première orientation du gène que vous avez, et puis après on confirme cela par l'hémoglobine, le test de l'électrophorèse de l'hémoglobine. D'accord. Alors, docteur Agnissan, alors on a parlé de SS, on a parlé de AS. Déjà, monsieur Konani nous parlait donc de ces enfants déjà malades. Certains sont SS, oui. D'autres sont AS. Oui. Alors, je vais dire, comment vous faites la combinaison? Le SS ne doit pas se mettre avec qui? Comment briser donc, je vais dire, moi je suis porteur de gène SS, comment éviter donc de transmettre la maladie à mon enfant si moi je dois me mettre en couple? D'accord, alors c'est de façon en tout cas normalement reproductive. Voilà. Au niveau de la reproduction, comprenez que tout à l'heure dans mon allocution, j'ai dit que chaque cellule de l'organisme en tout cas comportait des chromosomes. Et on avait en tout cas deux types de chromosomes. On a les autosomes et puis on a les chromosomes sexuels. Donc naturellement, quand un homme se met avec une femme, on est tous d'accord que la mère envoie un lot haploïde de ce qu'il a comme information génétique. Le père aussi également envoie un lot haploïde de ce qu'il a comme information génétique. Donc cela constitue en tout cas un enfant qui est diploïde. On se comprend. Alors, et dans cet échange en question, en tout cas génétique, il faut comprendre que si le père est AS, c'est-à-dire le père a un allèle en tout cas sain et puis à l'autre allèle qui n'est pas sain, et que la mère aussi également est SS, je le suppose, donc on comprend que le père ne peut que donner à son enfant soit l'allèle A ou soit l'allèle S. Mais la mère qui est SS en tout cas donne obligatoirement S. D'accord. Donc on est d'accord que l'enfant qui va naître, voilà, peut être SAS ou encore SS. Mais une chose est sûre, c'est que l'enfant qui va naître ne peut jamais être AA. C'est-à-dire la forme en tout cas normalement saine. On se comprend. Ça c'est l'exemple en tout cas de A, S et SS que j'ai pris. Donc on est d'accord que si le papa est SS et que la maman est SS, l'enfant il est condamné en tout cas à faire la maladie. Voilà. On va prendre aussi en tout cas normalement le cas qui est un peu plus fréquent, c'est-à-dire la forme AS, qui est la forme asymptomatique. Vous avez ça, mais vous ne manifestez pas forcément en tout cas dans les signes. Donc on suppose que la maman est AS, le papa est AS. Donc ce qui veut dire que le papa peut donner l'allèle A ou l'allèle S. Donc par chance, si le papa donne l'allèle A à l'enfant et que la mère aussi donne l'allèle A à l'enfant, on est d'accord que l'enfant est bien évidemment sauvé de la maladie. Tout à fait. Voilà. Mais alors que ce n'est pas la seule combinaison que normalement qu'il peut avoir. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Donc on peut avoir en tout cas A associé à S, d'accord, SS ou encore AA. D'accord. Voilà. Donc d'où je pense que la nécessité vraiment de la sensibilisation et du dépistage. Voilà. Je pense que ça peut vous aider donc à ne pas transmettre la maladie à vos enfants
Et de la sorte, donc, on va briser la chaîne de transmission. On va avoir de moins en moins de cas de drépanocytose, de personnes qui souffrent de cette maladie et qui souffrent de douleur. Tout à fait. Là, cette maladie a pour trait de caractéristique la douleur. Cette douleur vive dont beaucoup de personnes souffrent. Tout à fait. Alors, on va terminer très rapidement par des conseils en 10 secondes, 15 secondes chacun. Des conseils donc à ces personnes déjà qui vivent avec la maladie. D'accord. Moi, je pense qu'au niveau des conseils, c'est que je peux dire déjà, voilà, pour des malades, pour des personnes qui sont déjà atteintes de la maladie, c'est de bien vouloir se rapprocher de leur médecin, enfin, en tout cas, de les guider dans le but de prévenir les crises. Mais aussi, si jamais ils ne sont pas encore mariés, il faudrait qu'avant le mariage, ils puissent essayer de voir s'ils peuvent connaître le statut de leur femme, enfin, en tout cas, d'éviter de mettre au monde des enfants qui vont nous faire dépenser de façon répétitive. Merci. Ne baissons donc pas les bras, restons mobilisés contre cette terrifiante maladie qu'est la drépanocytose. Merci à vous, M. Kona Anissé. Je rappelle que vous êtes coordonnateur des activités à la Fondation LIA. Merci à votre fondation. Merci à vous. Et également à vous, docteur Agnès Prince Kader. Vous êtes médecin et secrétaire général du réseau des médecins volontaires de Côte d'Ivoire. Merci en tout cas pour cette collaboration avec votre réseau. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé réalisé par Stéphane Tchaptiet, Fares Akora et Michel Yao. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un autre numéro toujours sur Medi 1.